Europe 1, 7h45. Elle est rentrée d'un énième voyage en Irak il y a quelques jours. Acupunctrice, elle y allait pour soulager les douleurs des réfugiés. Elle a été confrontée au drame vécu là-bas par les chrétiens. Élise Bogossian est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Élise Bogossian. Bonjour Monsieur Soto. Vendredi, la France a amené le sujet du sort des chrétiens d'Orient devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils sont en train d'être éradiqués, a dit Laurent Fabius. Éradiquer, le mot est fort. Est-ce qu'il correspond à ce que vous voyez, ce que vous constatez sur le terrain ? Oui, largement. Toutes ces familles qui sont réfugiées actuellement dans le Kurdistan et irakien attendent depuis 8 mois maintenant de pouvoir rentrer chez elles. Ce dont parle Monsieur Fabius, c'est d'un retour chez soi avec une réintégration possible, avec le soutien des militaires. Sur le terrain, je ne sais pas ce que ça va donner puisque ces familles sont réellement traumatisées et lorsqu'elles vous racontent ce qu'elles ont subi, les maisons ont été placardées parce qu'elles étaient habitées par des chrétiens, ils ont dû payer une amende, la Jizira, pour pouvoir continuer à habiter là, ils ont subi des menaces de toutes sortes pour se convertir à l'islam. Les hommes ont combattu, sont battus, les femmes ont été séquestrées, voire kidnappées, les enfants pareil. Ces familles-là ont été aussi dénoncées et aujourd'hui elles attendent un retour possible, mais personne n'y croit en réalité, ils ne veulent pas rentrer chez eux. Ils sont dans une logique de fuite pour l'instant, ils fuient pour survivre, c'est ça leur quotidien ? Ils sont dans un traumatisme très profond, ils veulent survivre, ils ne veulent plus rentrer chez eux, ils ont peur, ils sont traumatisés. Il faut savoir aussi que les chrétiens d'Orient, ce n'est pas la première fois qu'on les persécute. Au début du siècle précédent, ils étaient à peu près 25% de la population globale à vivre dans ce territoire-là. Aujourd'hui, ils sont moins de 4%. Et en Irak, ils représentent à peu près 0,5% de la population globale. Ils étaient répartis sur plusieurs villes comme Mossoul, Karakosh, les plaines de Ninive. Et maintenant, ils sont concentrés, ils sont réfugiés dans le Kurdistan irakien, mais sans savoir. Ils ont tout abandonné du jour au lendemain parce qu'ils avaient une pression terrible, celle d'être kidnappés, celle d'être torturés, celle d'être enterrés vivants, celle d'être maltraités. C'est en fait ce qu'ils appellent une épuration religieuse parce qu'ils n'adhèrent pas aux conception, à l'idéologie de leurs bourreaux. Ce sont des gens qui ont subi une véritable torture psychologique. C'est ce qu'on appelle, pour moi, le terme de génocide n'est pas de trop. Est-ce que vous sentez chez certains la force et l'envie de résister encore ? Ou on n'en est plus là pour les chrétiens d'Orient que vous avez rencontrés dans la région du Kurdistan irakien, où vous êtes allé une dizaine de fois, précisons-le. Je vais plutôt vous répondre différemment. Lorsqu'on regarde ces gens-là, lorsqu'on prend le temps de leur parler, ce qu'on voit dans leur regard, c'est qu'ils ne croient plus en nous. Ça fait 8 mois qu'ils attendent. Ils ont passé un hiver très rude. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont pas de quoi pour se soigner, pour vivre des besoins basiques. Voilà, ils vivent comme des animaux, comme des mendiants, et ils ne croient plus. Ils sont profondément marqués. Les enfants ne vont plus à l'école. Les jeunes femmes errent. C'est un sentiment d'abandon total ? Oui, d'abandon. L'État kurde fait tout ce qu'il peut pour les aider, mais c'est compliqué. Il y a eu très rapidement énormément de réfugiés qui sont arrivés. Ils sont presque 2 millions maintenant à vivre là dans le Kurdistan irakien. Tout le monde est dépassé par la situation. Les moyens sont limités. L'aide internationale, elle est arrivée, mais on peut dire au compte-gouttes. Et il y a comme ça quelques ONG qui essayent d'intervenir sur le terrain, mais je vous parle d'ONG qui font de tout, qui distribuent de l'eau, de la nourriture, des vêtements. Nous, on apporte des soins, mais on reste très très minoritaire. Votre association Chenong et Avicenne a ouvert en janvier un dispensaire mobile dans la région d'Erbil, un dispensaire dans lequel travaillent 7 médecins réfugiés. En principe, il devrait fonctionner pendant 6 mois. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui pour ce dispensaire ? Alors, on a créé ce dispensaire, j'étais au tout début du mois de septembre sur place lorsque les familles arrivaient et on a réalisé, on a vu que celles qui sont arrivées les premières se sont réfugiées dans les églises. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup des églises, donc ils sont partis partout. On les voit dans les squares, dans les tentes, dans les jardins publics, dans les caves, dans les sous-sols, dans les jardins, les bâtiments désaffectés, les vieux centres commerciaux, des espèces de complexes sportifs complètement inhabités et ils vivent là
entre eux. Et nous, on a réalisé donc qu'ils ne pouvaient pas se déplacer. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne marchaient plus, qui ne parlaient plus. Pareil pour les enfants. Et on a décidé de créer une antenne mobile, un dispensaire. On a acheté un camion en France pour dispenser des soins et pouvoir se déplacer auprès d'eux. On a identifié des sites où ils n'ont vraiment aucun, mais quand je dis aucun accès aux soins, ils n'ont pas vu de médecin depuis qu'ils sont arrivés. Et on a comme ça 16 sites sur lesquels on bouge, voilà, et on soigne environ 400 patients par jour. Alors votre premier métier, Élise Bogossian, c'est acupunctrice. Quand vous avez débarqué avec vos aiguilles, on a dû vous regarder bizarrement sur les théâtres de guerre, non ? Bon, je ne suis pas arrivée avec un pendule. Et puis, je vais vous dire, il y avait tellement rien qu'on vous laisse essayer. Puis quand ça marche, c'est tout de suite un effet de boule de neige. Et après, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on forme les gens autour de nous à faire la même chose. Je leur apprenais à repérer les points d'acupuncture. C'était au début sur les blessures de guerre, type amputation, l'écran brûlé, où là, parfois, les antalgiques puissants n'ont pas beaucoup, entraînent beaucoup d'effets secondaires. Et puis, on n'en a pas forcément à disposition. Et dans ces cas-là, l'acupuncture agit très très bien pour soulager la douleur. Moi, j'étais partie dans ce contexte-là au départ. Après, on s'est aperçu qu'effectivement, les enfants avaient besoin de voir des pédiatres, les jeunes femmes enceintes des gynécologues. Donc, j'ai décidé de monter une équipe pluridisciplinaire et j'ai embauché sur place. On salarie des médecins qu'on a recrutés dans les camps. Ce sont des réfugiés. Et ils travaillent pour nous pendant 6 mois, puisqu'avec la levée de fonds que nous avons faite, on tient 6 mois. C'est pour ça qu'on... Ça veut dire que si on peut vous aider davantage, ça pourra vous permettre d'agir plus longtemps sur le terrain. On peut soigner pour $1. On soigne, on donne un soin pour un enfant pour $1. Alors, c'est pour ça qu'on fait appel à la générosité publique et tous les soutiens sont les bienvenus. Vous repartez quand, Élise Bogossian ? Non, dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Merci en tout cas d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci également pour tout ce que vous faites avec votre association qui s'appelle donc Chénong et Avicenne. Pour ceux qui veulent l'aider, on met tous les contacts sur le site europe1.fr. Merci, bonne journée. Merci. Europe 1, il est 7h52. Il y a un temps pour les chiffres.